Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Valérie, comment vas-tu ? Très bien, et toi Baptiste ? Nickel. Moi ça va très bien. On est dans la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Alors, je pense que l'épisode sortira un petit peu plus tard. Je suis ravi de t'accueillir Valérie aujourd'hui. On va parler de learning au sens large, mais aussi on va parler d'un thème qui je pense va intéresser nos auditrices et nos auditeurs, qui est l'éducation sexuelle. Alors pourquoi on va parler d'éducation sexuelle ? Parce que Valérie, tu es la fondatrice de Silex. Silex qui est une EdTech spécialisée sur ces sujets-là. Et si je me trompe pas, ta cible, c'est plutôt alors les adolescents, les jeunes adultes que tu aides sur ces sujets-là. Et au-delà de ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est de revenir sur ton parcours, puisque tu es une multi-entrepreneur, que tu as fait, je pense, du learning. On a échangé un petit peu en préparant cet épisode. L'un de tes moteurs pour ta carrière professionnelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que je peux peut-être commencer par demander de te présenter, compléter le très rapide et très succinct portrait que j'ai fait de toi en introduction. Bien sûr. Alors, juste petite précision, Silex, c'est vraiment pour les adolescents, mais on y reviendra peut-être après, mais pas du tout jeunes adultes, qu'il n'y ait pas de déception s'il y a des jeunes adultes qui nous écoutent. Pas de souci. Et alors après, me présenter. Alors du coup, si je te la fais rapide, on va dire, j'ai un parcours école de commerce, donc j'ai fait l'ESSEC, j'ai commencé par bosser 10 ans dans des agences de marketing et de communication, mais plutôt sur des postes de sales très orientés bizdev en fait. Et en 2000, je suis très naturellement en fait tombée dans le web, donc au tout début du web en France, puisque la dernière boîte dans laquelle j'avais bossé en marketing, c'était une agence en fait de CRM, donc très orientée data. Et en fait, moi j'étais vraiment baignée dans il faut avoir le bon discours à la bonne personne avec le bon canal au bon moment. Alors à l'époque, le bon canal, on hésitait entre un fax, un courrier ou je sais plus très bien, ce qui paraît mais complètement anachronique aujourd'hui. Mais globalement, la base du web, donc la data, était déjà là. Et donc, je suis tombée dans le web en 2000. Donc, j'ai rejoint Rue du Commerce comme CMO pendant 7 ans. Ensuite, j'ai fait un peu encore de marketing et de com en agence. Et j'ai créé Balinea, fondé Balinea en 2010. On a revendu en 2019 et j'ai recréé, du coup, effectivement, Silex, dont tu viens de parler, un peu après, globalement, en 2020. Bon, alors, ton CV est pléthorique, j'ai envie de dire. On va essayer de rentrer sur certains sujets. Je suis très vieille, c'est ça, Baptiste. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Et je sais que tu m'as tendu cette perche-là en me parlant de fac, des choses comme ça, mais je ne rebondirai pas là-dessus. Non, le point qui me paraît intéressant, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours apprenant, parce que tu as été sur plusieurs sujets. Tu as travaillé en agence, ensuite tu as travaillé sur ce qui est un gros site, un gros éditeur, non, pas un gros éditeur, un gros site, un gros commerçant. Tu as été jusqu'à créer ta boîte là-dessus. Au niveau, alors je sais pas si c'est un cursus d'apprentissage, mais tes expériences d'apprentissage, comment tu as fait la liaison d'un sujet à un autre ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur pour toi ? C'est quoi qui t'a animé sur les différents, à la fois sur les différents sujets, sur les ponts que tu as pu créer entre les différentes expériences que tu as eues ? Ouais, alors le pont, il est assez drôle parce qu'il est en plein cœur de ton podcast. C'est que globalement, en fait, je déteste refaire ce que j'ai déjà fait. Ce qui est une vraie problématique en soi, en fait, parce que globalement, et je trouve surtout en France, on a tendance à venir te chercher sur des choses que tu as déjà faites et bien faites pour que tu ailles refaire la même chose ailleurs. Et en fait, je déteste refaire ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'effectivement, après mon expérience Rue du Commerce en tant que CMO, on me proposait des postes de CMO. Du coup, le marketing digital, j'avais vraiment envie de faire autre chose, donc ça m'intéressait pas du tout. Et en sortant de Balinea, effectivement, j'ai été approchée par des fonds ou par des chasseurs pour soit reprendre des marketplaces, soit pour gérer des marques, des DNVB dans la beauté. Et en fait, j'avais envie, du coup, moi, de réfléchir ni à des sujets de marketplace, ni à des sujets liés à la beauté. Donc, en fait, ça, c'est un premier truc, c'est qu'effectivement,
Moi, dont j'ai besoin, c'est même pas j'adore, j'ai besoin, mon énergie, je la trouve dans le fait de découvrir des choses différentes et d'apprendre à faire des choses différentes. Et à partir du moment où finalement je sais faire, je m'ennuie un peu. Voilà. Donc c'est un peu problématique, mais voilà. Mais du coup, c'est comme ça que je suis passée d'une expérience à l'autre. Et après, comment ça s'est fait? À chaque fois, complètement à hasard, lié à des rencontres. Donc l'humain, à fond la caisse, l'humain. Très clair. Et alors du coup, si on revient un petit peu sur la dernière expérience, Silex, c'est quoi la genèse du projet déjà, et puis après tu vas nous expliquer concrètement. J'imagine que c'est pas par fax que tu t'occupes de ça aujourd'hui. Quel canot, quel message, quel produit tu proposes, quelle forme ça prend ce sujet de l'éducation sexuelle? Et alors la genèse de tout ça, c'est globalement je sors de Balinéa, je me dis assez vite, c'est clair, j'ai envie de recréer quelque chose, j'ai pas envie de prendre un poste sur une boîte existante, j'ai envie de créer quelque chose from scratch. Et je me dis, ok, si je réenchaîne, et je me le souhaite, sur une aventure qui est successful, ça veut dire que je réenchaîne sur minimum un cycle de 7 ans. Et je me suis dit, ok, globalement, si je me réengage là sur 7 ans à 10 ans, sachant le niveau d'engagement et d'énergie et de tout que ça demande, en gros, je veux que dans 7 à 10 ans, si je sors de l'aventure, je veux me dire qu'au-delà d'avoir développé un business, d'avoir recruté des gens, etc., on va dire l'impact économique, j'ai vraiment besoin fondamentalement que ça ait un sens et d'avoir contribué à la société ou à la planète. Donc c'est vraiment les impacts sociétal, impact environnemental que je creusais en me disant c'est juste pas possible pour moi aujourd'hui de faire quelque chose qui n'est pas lié à ça. Et j'ai 3 ados, donc assez vite, on va dire, le côté sociétal l'a emporté sur le côté environnemental. Et je suis tombée en fait sur des chiffres qui m'ont donné froid dans le dos sur globalement les usages et les comportements des jeunes aujourd'hui liés à la sexualité. Donc liés notamment à l'incidence de la pornographie, mais aussi des réseaux sociaux, de la pop culture qui donnent des représentations qui sont assez biaisées. Et par une absence en fait d'éducation à la sexualité qui est bien faite, c'est-à-dire qu'il leur manque des connaissances fondamentales de physiologie, de fonctionnement du corps, etc. Et avec une surcouche du coup de représentations biaisées liées à tout ce qu'ils peuvent voir et entendre. Et en fait, je me suis dit, bon, il y a un vrai problème là-dessus. Et puis là-dessus, j'entends mes gamins parler entre eux et je les entends dire des choses qui me surprennent un peu en me disant, c'est bizarre que mes enfants disent des trucs pareils. Et ça m'a permis en fait de me rendre compte de la limite quand on est parent, on transmet des choses à ses enfants, des valeurs essentiellement, et on se rend compte que en grandissant, ce qui est normal, ils vivent dans une société, ils sont imprégnés d'autres choses et on n'a plus la main. Et donc ils sont sujets eux aussi à des représentations qui peuvent nous dérouter. Donc j'ai regardé ce qui se faisait en termes d'éducation à la sexualité en disant évidemment moi je suis un ado aujourd'hui, j'ai envie de m'informer sur ces sujets-là parce qu'effectivement forcément ça me questionne. Y a des bouquins qui sont très bien faits, mais les ados majoritairement aujourd'hui ne lisent pas. Et alors sur ces sujets-là encore moins, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, pas tous, quoi. Et après, oui, évidemment, ils vont sur Internet. Et sur Internet, il y a quoi? Il y a d'un côté les sites des ministères qui sont bien faits scientifiquement, mais qui, dans la forme, sont pas du tout adaptés à des jeunes qui ont envie de s'informer. Globalement, c'est des longs articles, très longs, très chiants, etc. À l'opposé absolu, il y a les forums où aller regarder ce qui se dit et on arrive assez vite à décoder les questions qui sont posées par des jeunes. C'est assez édifiant et les réponses qui sont apportées sont souvent assez peu bienveillantes et surtout assez peu fiables scientifiquement. Et puis bien entendu, à la pornographie, les chiffres, on les connaît tous. L'idée c'est pas de diaboliser la pornographie, mais ça a un vrai impact. Et au milieu de tout ça, il y a les réseaux sociaux où il y a effectivement des choses qui sont très bien faites, mais est-ce qu'un ado aujourd'hui a les moyens d'aller identifier ces comptes-là qui sont bien faits? Et fondamentalement, il y a des comptes qui sont très bien faits pour des jeunes adultes, mais pas vraiment pour des ados. Et donc je me suis dit, en fait, il faut créer une plateforme ludique, fun, gamifiée, rigolote, décomplexée, positive, inclusive, qui répondent à toutes les questions des ados de façon confidentielle, safe et fun. Et donc voilà comment est né Silex. Ok, super clair. Alors, je vais juste refaire un petit... on va re-rentrer dans le sujet d'éducation sexuelle juste après, mais moi, il y avait un point qui m'intéressait dans ton tour, là, c'est... t'es passé donc de Balinéa, je sais pas combien vous étiez quand t'es parti, mais je dirais
On était une trentaine. Non. Une trentaine, Ouais, pardon, alors une trentaine. on a eu des hauts et des bas. Donc on est monté à 70 et quand je suis partie, on était 30. La boîte était rentable, ça tournait bien, on était en croissance. Voilà, la boîte était sur des rails. Yes. Et donc du coup, en fait, ma question c'est, tu passes de ça, tu repars de from scratch, t'as dit. Ouais. En termes d'orga, même alors je sais pas si c'est de santé mentale, mais de focus, comment t'arrives à te remettre J'imagine quand t'es 30, bah tu fais plus tout, puisqu'il y a des gens qui font ça mieux que toi dans certaines expertises, puis c'est quand même une logique à déléguer un certain nombre de sujets. Là, tu pars de zéro, donc globalement, t'es seul au démarrage. Ouais, clairement. Comment tu t'organises pour à la fois creuser le sujet, essayer de voir s'il y a de l'attraction sur le marché. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir le business model qui est derrière, en tout cas ce que tu envisages comme modèle derrière. Mais juste simplement en termes de mindset, d'état d'esprit, je pense que c'est un truc que pas mal de monde se pose des questions aujourd'hui en disant tiens, je suis installé dans mon job ou dans ma boîte ou j'ai lancé un truc, j'ai envie de faire autre chose. Repartir de zéro, c'est souvent un truc qui fait hyper peur, quoi. Ouais. Alors, globalement, comment ça s'est passé? Alors, c'est clairement difficile. Alors, en fait, là où c'est drôle, c'est que c'est pas par rapport à ce que tu dis, hein. C'est qu'il y a vraiment deux phases pour moi. Tu as la phase où, en gros, tu réfléchis, tu benches, tu fais ta veille. En gros, voilà, tu fais ton Excel de BP, tu fais ta presse pour synthétiser globalement ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, etc. Ça, c'est assez easy tout seul parce que c'est purement intellectuel. Enfin voilà, c'est des connaissances, des datas, de l'insight, etc. Là où j'ai vraiment ramé, c'est quand il a fallu commencer à faire. Parce que là, effectivement, spontanément, tu dis bon, ok, donc j'ai bien compris. Ok, donc faut que je fasse un POC. Donc il faut que je fasse une landing page. Il faut que je crée quelques contenus pour essayer d'exprimer ce que je veux faire et que j'amène des parents et des ados sur cette page et des pros du secteur pour voir si globalement ça répond à leurs attentes, les jeunes ça leur plaît, enfin voilà, va valider le modèle. Et là tu dis ok, donc là je crée une page, je sais pas créer une page. Et là tu dis ok, alors je vais demander à, et non, tu peux demander à personne. Je vais créer mes premiers contenus, pareil, tu dis ok, je vais demander, non, je vais demander à personne, faut que je me démerde. Et en fait, j'ai eu une phase comme ça, d'inertie, hein, globalement, où tu te dis, je sais pas comment faire. Je ne sais plus comment faire. Que j'ai dépassé en me disant, ok, on va y aller petit à petit. Typiquement pour faire la landing page et le site, je m'étais dit, voilà, ça fait 20 ans que je bosse dans le digital, en gros. À peu près tous les métiers d'une startup, je les ai faits. Le seul que j'ai pas fait, c'est vraiment celui de développeur. Et il y a rien qui m'a plus frustrée tout au long de ma vie, c'était de m'asseoir à côté d'un développeur, de voir son écran noir avec des trucs et de me dire, damned, c'est comme si j'étais dans un pays et que je parlais pas la langue. Et c'est très frustrant. Et donc je m'étais dit, justement, dans cette phase post-Balinéa, c'est l'occasion, je vais me former, je vais apprendre à coder. Donc je m'étais inscrite à un bootcamp à la Capsule où je devais pendant 4 mois apprendre à développer. Bon, finalement, c'est tombé pile poil pendant le Covid, donc le truc s'est fait en distanciel. Et là, pour le coup, honnêtement, je me voyais pas du tout passer 8 heures par jour chez moi, à la maison, avec les enfants, tout le monde, face à mon écran. Je me suis dit, alors là, il faut connaître ses limites. Donc, j'ai laissé tomber le truc. Et donc, finalement, j'ai basculé sur le no-code. Et donc, j'ai lancé Silex en no-code et j'ai pu, comme ça, voilà, créer ma première landing page en mode vraiment MVP. Et puis petit à petit monter en compétence sur Bubble, faire évoluer. Et aujourd'hui, effectivement, quand j'ai des trucs complexes, je fais appel à un dev spécialisé parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Mais donc ça, c'était là-dessus. Et sur les premiers contenus, pareil, j'ai passé, je sais pas, un mois, regarder ma copie blanche en me disant je fais quoi, comment je fais. Puis j'ai fini par pondre le premier. Donc inertie au départ, mais c'était plus dans le faire que dans la conceptualisation du truc où là, c'est plus aisé, quoi. Hyper clair. Et effectivement, alors t'es pas la première à nous parler des outils no-code. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a vraiment nivelé la première marche pour se lancer. De dire, en fait, sortir un site aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. C'est clair. Ça permet de tester des idées beaucoup plus vite. Ok, revenons au Silex. Tu le disais aujourd'hui, donc tu es vraiment sur une cible spécialisée que sont les adolescents. En termes de... Tu parlais de plateforme aussi. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton site que tu commercialises? C'est des partenariats que tu crées avec des agences, alors je sais pas si c'est gouvernementales, étatiques, régionales, comment ça se passe? Comment tu t'es organisé
et quel modèle pour la structure aujourd'hui? Ouais, alors au départ, moi, quand j'ai lancé Silex, je l'ai vraiment lancé en mode, dans mon esprit, ça devait être une app B2C en mode freemium, donc sur abonnement avec une partie des contenus gratuits, une partie des contenus payants. Et vraiment, en fait, pour moi, je me disais, moi, j'ai beaucoup regardé le modèle des apps de méditation type Petit Bambou, et je me disais, en gros, c'est pareil. Donc, j'ai écouté pas mal de podcasts des founders, etc. Je me disais, voilà, globalement, l'éducation à la sexualité pour les adolescents, aujourd'hui, moi, quand j'en parle, on me regarde avec des yeux comme si j'étais tombée de la lune. Mais je me suis dit, un peu comme eux, quand ils parlaient de la méditation et de dire que les gens allaient payer un abonnement pour méditer chez eux tranquillement. Et je me suis dit, en fait, probablement que dans 5 ans, ça se sera complètement démocratisé et ce sera une évidence pour tout le monde que finalement, il faut accompagner les ados sur cette phase de leur vie qui est quand même spécifique et sur ces sujets qui sont nouveaux pour eux et sur lesquels aujourd'hui ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Donc je me suis dit, ça sera une évidence. Donc je suis partie sur ce modèle-là en sachant néanmoins que j'avais une problématique qui est complètement différente des apps de méditation ou autres, qui est que ça s'adresse, moi, mon client, c'est l'ado. C'est lui l'utilisateur de la plateforme, mais il est rarement équipé d'un moyen de paiement de façon autonome. Donc, on va dire aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont une carte bleue, mais est-ce que vraiment, quand ils ont de l'argent de poche et une carte bleue, ils ont envie de s'en servir pour payer un abonnement pour faire de l'éducation? Enfin voilà, même si c'est fun, sympa, gamifié, ça reste quand même de l'éducation. Je pense qu'ils préfèrent aller déjeuner avec leurs potes et prendre un kebab, quoi, concrètement. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, les parents rentrent dans la boucle et que le môme en parle à son parent ou que le parent en parle à son môme. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 2 tunnels. Il y a un tunnel côté parent qui va souscrire l'abonnement pour son ado et un tunnel où ça vient par l'ado et où, en gros, à un moment, son parent rentre dans la boucle et lui donne sa carte bleue ou met sa carte bleue. Donc les deux fonctionnent. L'usage est plus développé quand l'abonnement est souscrit par l'ado, même si à un moment, effectivement, le parent vient mettre sa carte bleue. Mais la limite de ça, moi, qui me gêne fondamentalement, c'est que l'objectif pour moi, à travers Silex, c'est faire de l'impact sociétal fort. Et je me dis, fondamentalement, si Silex devient réservé à une frange de la population, qui a les moyens de payer un abonnement pour du contenu de qualité, et 2, est suffisamment ouvert pour avoir ce type de discussion dans la famille, ok, c'est pas mal, mais je passe complètement à côté de l'objectif d'impact. Et surtout, en fait, j'avais pas mal de retours de mômes qui me disaient c'est cool, mais c'est dommage, c'est payant. Et donc, moi, je peux pas en parler, et donc c'est pas possible pour moi. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut que ça, voilà, ça reste, c'est en place. Mais pour moi, le gros de l'attraction va venir du terrain. Puis en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle. C'est-à-dire que j'ai été sollicitée par des associations de terrain qui sont en contact avec des jeunes. Donc, soit pour du suivi individualisé, soit pour des ateliers en groupe. Et qui, en fait, veulent utiliser les contenus de Silex, qui sont, pour le coup, complètement disruptifs, originaux. Enfin, voilà, il n'y a rien de fait de cette façon-là sur ces sujets-là pour les jeunes aujourd'hui. Donc, ils veulent s'en servir comme un outil pour pouvoir, eux, interagir avec les jeunes. Et de la même manière, j'ai été contactée par des CPE de collège qui me disaient, donc CPE, c'est les personnes qui s'occupent, un conseiller principal d'éducation dans le collège, qui me disaient, en fait, on aimerait bien l'utiliser auprès de nos jeunes pour pouvoir aborder ces sujets-là. Donc, en fait, c'est plutôt vers ça que je me tourne là maintenant. Hyper clair. Et donc, du coup, le modèle là-dessus, c'est plutôt un achat. Enfin, en gros, c'est des licences groupées Ouais, pour. c'est ça. Pour les adultes Okay. qui, eux, du coup, utilisent dans leurs interactions avec les jeunes. Et effectivement, plutôt que de faire des interventions basées soit sur, on va dire, pas de support, soit sur des supports un peu old school, papier, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les associations, quand elles interviennent ou quand elles rencontrent les jeunes, il y a des brochures. Bon, c'est un peu vieillot et voilà, le jeune repart avec sa brochure sous le bras. Bon, c'est pas mal, mais ça mérite d'être digitalisé. Limité, ouais. Non, mais c'est surtout que, mais c'est là où je fais le parallèle, moi, et c'est là où, par rapport en termes d'apprentissage, c'est rigolo. C'est-à-dire que et c'est un truc que j'aime bien, moi, en termes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on se sert de quelque chose qu'on a développé, mobilisé sur un sujet, mais on s'en sert sur complètement autre chose, complètement ailleurs, et ça fonctionne super bien. Et en fait, tout ce qu'on a fait avec Balinea pendant 8 ans à digitaliser le secteur de la beauté et du bien-être côté pro, c'est-à-dire salon de coiffure, institut de beauté qui, quand on a commencé, prenaient leur rendez-vous sur un agenda papier avec une gomme.
et qui après effectivement voilà, les réservations se faisaient en ligne la nuit par le client directement et venaient se mettre sur leur agenda électronique. En fait, pour moi, cet enjeu de la digitalisation, c'est exactement le même aujourd'hui, mais appliqué à l'éducation, à la sexualité. Il faut arrêter de donner des brochures papier parce que déjà même pour la planète, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, c'est hyper clair et effectivement on voit bien le parallèle avec ce que tu disais avant. J'ai une autre question. Alors tu m'as repris dès le début du podcast, j'ai fait une erreur. J'ai parlé des adolescents et des jeunes adultes. Tu disais que notamment, alors quand tu as fait un peu ton étude de marché ou le panorama global, tu disais en fait il y a beaucoup de choses qui existent pour les adultes ou les jeunes adultes, pas pour les adolescents. Est-ce que tu peux préciser, parce que pour moi, j'ai pas des enfants adolescents encore, donc peut-être que très vite je me rendrai compte de ça au bon moment. Mais c'est quoi le truc où tu t'es dit non mais là ça va pas, c'est pas le bon niveau de discussion, c'est pas le bon niveau de langage, c'est je sais pas, trop technique, trop concret. C'est quoi ton retour là-dessus? Ouais, en fait, globalement, les comptes auxquels je pense qui sont pour moi destinés aux jeunes adultes sont des comptes qui s'adressent à des personnes qui sont déjà sexuellement actives de façon régulière, quoi. Donc, on est vraiment dans le côté très pratique des pratiques sexuelles. Avec Silex, on accompagne les jeunes de l'entrée dans la puberté. Donc déjà, voilà, le corps change, il se passe des choses, les hormones, le corps se transforme, on n'a plus les mêmes envies, on a envie de plus d'autonomie. Enfin voilà, on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. C'est quand même une phase qui dure assez longtemps, hein, de 10 à 18 ans selon l'OMS. Et donc il y a les questions liées à la puberté. Après, il y a après ou avant d'ailleurs, hein, ça dépend de chaque enfant. Il y a les premières attirances, les premiers émois. Je suis amoureux, je suis amoureuse, j'ai un crush, c'est un ami, c'est de l'amour, c'est quoi tout ça? Enfin, il y a tout ce côté-là relationnel. Et avant même qu'il se passe quoi que ce soit, en fait. Et puis après, même cette phase de il se passe il se passe des choses dans les interactions sexuelles, ça prend du temps, c'est long, etc. Donc nous, on les accompagne vraiment de l'entrée dans la puberté jusqu'aux toutes premières relations sexuelles. À partir du moment où ils deviennent sexuellement régulièrement actifs, pour moi, ils ont atteint un niveau de maturité où les contenus, ils vont peut-être les trouver un peu bébés, quoi. Beaucoup plus clair. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je voudrais revenir un petit peu sur un autre sujet qui est plutôt lié effectivement à ton apprentissage et sur sujet et sur tes autres expériences. Savoir toi comment tu t'organises, parce que effectivement aujourd'hui le contenu c'est toujours toi qui le fais, tu travailles avec des équipes, comment tu transmets là-dessus. J'imagine qu'il y a une patte un peu éditoriale que tu t'es forgé peut-être avec des équipes. Aujourd'hui, comment tu travailles sur cet aspect-là? Ouais, alors aujourd'hui, sur les contenus, en fait, moi, depuis le début, j'ai travaillé avec des personnes en alternance et en reconversion professionnelle. Donc là aussi, c'est intéressant par rapport à notre sujet de l'apprentissage. Parce que j'ai eu une première alternante, en fait, qui avait un parcours alors complètement atypique, mais qui, pour Silex, était juste génial. C'est-à-dire qu'elle avait fait un peu de médecine, puis en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle, donc elle a enchaîné sur des études d'anglais. Elle a fait prof en collège en anglais. Elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle et elle a décidé de se reconvertir pour devenir journaliste. Et du coup, voilà, moi j'ai bossé avec elle pendant 1 an, pendant qu'elle était dans son école de journalisme, mais où effectivement, toutes ces expériences, que ce soit en médecine ou en prof en collège, étaient juste géniales, quoi. Donc on a bossé pas mal, on a beaucoup bossé sur les contenus ensemble. Aujourd'hui, j'ai une autre alternante, mais qui s'occupe plus, du community management et qui, elle aussi, est en reconversion professionnelle, puisqu'elle est, à la base, elle est infirmière. Elle a travaillé pendant 6 ans dans des associations de lutte contre les addictologies. Et en fait, elle fait une formation pour être community manager. Et en fait, j'adore, alors sur justement le côté apprentissage et les équipes, donner l'opportunité aux personnes, de la même manière que moi, c'est ce qui m'anime, de leur donner la possibilité, de les accompagner pour leur permettre de faire des choses différentes. Donc ça, c'est un point. Et après, sur ton sujet purement des contenus, moi, à partir du moment où je me suis lancée dans ce sujet, alors moi, j'ai le côté, je pense, le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pas un diplôme, je me sens pas bien. Donc, j'ai commencé en fait par faire une formation de la chaire santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO en mode MOOC, mais qui était vraiment toutes les bases de ce que c'est l'éducation complète à la sexualité selon l'UNESCO.
Donc j'ai eu mon diplôme. Donc déjà je me suis dit bon, ok, c'est félicitations. Bon. Oui, merci, merci. Et du coup cette année je me suis inscrite à un DU à la Sorbonne en santé sexuelle et je fais en parallèle une formation au planning familial sur justement l'animation de séances en classe. Je n'ai pas du tout l'intention d'animer des séances en classe, mais ça me permet de comprendre les enjeux, la façon de faire, etc., etc. Donc il y a une formation pour moi qui est une formation théorique qui est importante et puis qui, je pense, moi, me rassure par rapport à le fait de me sentir légitime quand j'aborde un nouveau sujet. Mais c'est vrai que je dirais tout ce travail-là, enfin toute cette formation-là ou ce travail de veille en continu qu'on fait sur ces sujets vient alimenter la définition de cette charte éditoriale et de cette charte de création de contenu qui a été établie et qui permet de créer des contenus. Hyper clair et ça me fait ce que tu dis me fait réagir en disant je vais le formuler sous forme de question. D'un côté, tu te formes alors sur une partie, je sais pas si c'est théorique, mais en tout cas quelque chose où il y a un certain nombre de personnes qui sont formées chaque année, qui sont en face avec ta cible, avec les adolescents. Donc vraiment un savoir qui est régulier. De l'autre côté, il y a aussi tu le disais, une question un peu d'environnement actuel, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société qui fait qu'on parle plus de ces sujets, ou en tout cas qu'il y a une vraie prise de conscience autour de ces sujets. Alors pas que sur le public adolescent, plus globalement, je pense on parle des rapports hommes-femmes, du consentement, de l'identité sexuelle, c'est aussi le sujet de fond. Est-ce que les deux sujets sont pleinement alignés, ou est-ce que quand tu t'es formé, par exemple, tu t'es dit non mais attends, là-dessus, est-ce que c'est vraiment cohérent avec ce qui se passe actuellement? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Entre un savoir-faire qui est pas peut-être pas séculier, mais en tout cas qui est quelque chose de rodé, de régulier, qui est fait pour que des enseignants soient à l'aise à parler de ces sujets, et de l'autre côté, une actualité qui peut peut-être faire des grosses accélérations sur certaines thématiques, où tu dis ouais non, en fait là faut qu'on rattrape le train parce qu'on n'est pas du tout, enfin en tout cas si on se cantonne à ce qui est dit dans ces cours-là, on n'est pas au niveau des attendus ou de ce qui se passe dans la société et donc sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. Ouais. Non, je pense qu'au niveau du fait de rebondir sur ce qui se passe, en tout cas les assos terrain sont quand même hyper au fait. Puis c'est souvent, il y a des gros assos qui financent des grosses études, donc qui permettent justement d'avoir plein de data. Et nous, on se nourrit aussi beaucoup des études qui sortent. Enfin voilà, tout est très documenté. On va s'appuyer sur des études scientifiques et autres. C'est plus en fait pour moi l'enjeu il est plus dans la restitution de l'information pour les jeunes, c'est-à-dire que quelque part on fait de la vulgarisation scientifique et on va aller prendre des choses qui sont dites ou des avancées de la science ou des choses qu'on apprend dans la société sur des mœurs et des usages et on va aller en parler de façon compréhensible, fun pour les jeunes pour que ce soit audible pour eux et en tout cas qu'ils l'intègrent. Donc c'est plus ce travail-là pour moi. Donc c'est une question à la fois de canal, de support et de message. Ouais, et de forme, vraiment de forme. De forme. Ouais. Et du coup là-dessus, parce qu'effectivement tu es une EdTech aussi. Si on parle de forme pédagogique, c'est quoi alors ta recette ou tes recettes? Est-ce qu'il y a des formats où tu dis bon là on est vraiment en phase avec ce qui est attendu, ou là ouais non en fait on peut pas passer ce message là de cette manière là, faut qu'on le travaille autrement? Comment tu t'organises là-dessus au-delà du fond sur la forme que ça prend? Ok, et alors en fait là où c'est rigolo, c'est qu'au départ quand j'avais commencé à réfléchir à Silex, je m'étais dit il faut que ce soit complètement gamifié, donc dans l'absolu il faut que ce soit un jeu vidéo. Et donc dans les premiers contenus que j'avais créés, j'avais développer deux espèces de jeux vidéo en fait, vraiment genre en mode petit jeu vidéo. Et donc j'ai fait des jeux vidéo, des vidéos en motion design et des quiz en mode tout bête quiz quoi. Et j'ai testé les trois formes de contenu. Et en fait, je me suis rendu compte donc en mode test classique, j'ai fait une pub sur Insta, j'ai ramené du trafic en ciblant les ados, j'ai ramené du trafic sur le site et j'ai regardé le temps passé sur chaque contenu, sortie, machin, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait finalement les jeux vidéo qui pour moi du coup étaient très compliqués parce que ça je pouvais vraiment pas le faire seul et pour pouvoir valider le modèle, même si je voulais développer ne serait-ce que 10 jeux vidéo sur ce modèle-là, ça allait me coûter une blinde. Je me suis rendu compte qu'en fait il passait pas plus de temps dessus que sur les autres contenus
Et deux, contrairement à mon intuition de départ, ils revenaient pas jouer 10 fois au même jeu, parce que finalement, une fois qu'ils avaient vu le truc, ça les faisait pas revenir jouer. Et donc, je me suis orientée principalement sur des vidéos, donc soit en motion design, soit des interviews d'experts qui font aussi de la vulgarisation scientifique, soit des quiz, soit des QCM, soit des mots mêlés. Donc, des choses assez simples. Et en fait, en fonction du sujet, globalement, en fait, un même sujet, on va l'aborder plusieurs fois, donc selon les différents formats, ce qui nous permet en fait à chaque fois de dire des choses différentes et différemment. Et aussi, les contenus sont découpés sur le site selon 3 niveaux, en fonction du niveau de maturité du jeune. Donc c'est là où on a nos principes de flamme. Niveau 1, c'est une flamme, c'est vraiment l'entrée dans la puberté. Alors que niveau 3, c'est 3 flammes. Et c'est en gros, il commence à avoir envie d'être sexuellement actif, ou il est plus ou moins sexuellement actif, on va dire. Et du coup, le même sujet, on peut l'aborder aux 3 niveaux, mais on va pas dire la même chose. Ça va être de plus en plus approfondi. Et en fait, et même dans la façon de le dire, on va pas le dire de la même manière parce qu'on s'adresse pas à un jeune qui a pas la même maturité, quoi. Ok, c'est hyper clair. Donc sur les formats, effectivement, tu as eu ce travail de test and learn. Tu as testé plusieurs formats, ramené du trafic et tu as regardé ce qui fonctionnait mieux en prenant aussi un paramètre en entrée, c'est ton investissement sur chacun des formats. Du coup, question suivante, plutôt en sortie, sur la mesure d'impact de ta solution. Bon, j'imagine que c'est pas... Enfin, tu vas me dire, est-ce que tu quantifies ça Ouais, non, c'est trop. Là, j'essaye de réfléchir, je me dis non, c'est trop bizarre, c'est pas quantifié. Non. Par contre, en quali aussi, j'imagine que tu ramasses, enfin, tu récoltes du verbatim. Ouais. Comment tu t'es organisé pour ce truc-là? Parce que même si on est sur une démarche qui est, on va dire, à impact, qui est sociétale, qui est peut-être d'intérêt public, je pense. Enfin, j'en suis convaincu d'ailleurs. Après, c'est pas à moi de décider à quel point elle est. Mais comment tu mesures l'impact d'une solution comme la tienne? Je pose la question en fait à toutes les personnes qui travaillent sur des tech parce que on est encore dans ce milieu-là, dans la formation générale, sur un modèle très académique, très scolaire. On met des gens dans des salles, on leur demande de mettre une appréciation à la fin. Il y a des fiches de présence. Bon, bref, je pense qu'on est très très loin de tout ça sur ton sujet. Quoique, j'imagine qu'il y a des sessions de sensibilisation où les personnes peuvent être en synchrone. Et globalement, comment tu t'es approprié ce sujet-là du retour d'expérience, mesure d'impact? Alors pour moi, mesure d'impact pour l'instant, honnêtement, dire que là on a un impact, ce serait complètement déconnecté de la réalité par rapport à notre taille. Mais en tout cas, le but, c'est effectivement vraiment d'avoir de l'impact. Et pour moi, l'impact, il est mesurable en fonction du nombre de contenus vus par chaque môme, du temps passé sur chaque contenu qui nous permet de savoir si globalement il est allé au bout du contenu ou s'il a laissé tomber assez rapidement. Et deuxièmement, on a aussi sur le site un système de cumul de points où en fait, sur tous les contenus gamifiés, donc les quiz, les mots mêlés ou les QCM de mise en situation, en fonction de la première réponse qu'ils donnent, ils ont la possibilité de rejouer autant de fois qu'ils veulent, mais en fonction de la première réponse qu'ils donnent la première fois qu'ils jouent au jeu, ils gagnent des points silex. Et donc effectivement, moi, dans les utilisateurs, je vois la progression de leurs points silex, quoi. Sans compter que même s'ils n'ont pas donné la bonne réponse et que donc ils se sont trompés, on leur donne la bonne réponse. Donc s'ils lisent à ce moment-là la réponse, ils apprennent. Donc ça, c'est le côté très quanti, on va dire. Et après, pour ce qui est quali, on a effectivement des retours de verbatim quand on fait des questionnaires ou directement sur notre compte Insta, où les jeunes nous disent c'est super, j'ai appris plein de trucs, je savais pas, voilà. Donc c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui. Ok. Et d'ailleurs, c'est super clair. Merci beaucoup. Ça m'évoque une autre question. Je suis désolé si je suis un peu en mode interrogatoire, mais je trouve le sujet passionnant. Aujourd'hui, ta plateforme, elle est complètement asynchrone, c'est-à-dire qu'en fait, les accès sont ouverts aux ados et ils y vont quand ils veulent. Il y a pas t'as pas une logique de reminder. Ils font ça à leur rythme. Ouais. Et surtout, effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais là, c'est une approche aussi personnalisée. Selon le niveau de maturité de la personne, on va pas lui exposer le même contenu tout de suite. Est-ce que, couplé à ça, tu as des logiques synchrones? Alors, je sais pas s'il y a des campagnes de sensibilisation, des choses comme ça. Alors, j'imagine qu'il y a des moments où ils sont invités à
sais pas si télécharger une appli, mais en tout cas se créer un compte ou être onboardé sur la solution. Est-ce que tu as une logique où tu cherches à rythmer, à créer un peu de l'événement autour de l'utilisation de l'app? Alors aujourd'hui c'est une web app, c'est-à-dire que c'est complètement sur internet, accessible de partout. L'UX est complètement optimisé pour un usage sur mobile. 95% de l'usage est fait sur mobile. Mais pour l'instant, du coup, c'est du web et c'est pas une app, donc j'ai pas la possibilité de faire des notifs, etc. Pour l'instant, c'est complètement asynchrone. Les quelques, ça viendra, hein, mais pour l'instant, pas encore. Les quelques choses, events synchrones qu'on a fait, c'était en fait des comment ça s'appelle, un espèce de un atelier en fait en visio. Où là aussi, ça a permis de tester la plateforme auprès de jeunes en live et de voir comment ils interagissaient dessus. Mais on l'a fait de façon très, vraiment ponctuelle, quoi. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a dupliqué, mais qui m'a donné des idées sur des formats à développer. Ouais. Ok, super clair. Alors j'ai quelques petites dernières questions. Merci beaucoup, hein, Valérie, c'est hyper riche. Je vais revenir un peu sur ton expérience d'apprentissage. Est-ce que toi, du coup, tu t'es relancé dans ce grand chantier il y a quelques temps. Est-ce que toi, tu as des routines, des choses auxquelles tu fais attention pour t'assurer de rester à jour sur le sujet? Alors, je pense que tu nous as dit deux, trois infos, hein, mais si on devait remettre ça sous la case de routine d'apprentissage au quotidien, est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu fais super attention ou que tu as calé dans ton agenda pour être sûr de suivre et de pas être... de toujours rester en phase sur ces sujets ou même sur des sujets plus techniques. Tu nous as parlé du développement tout à l'heure, du no-code, peut-être du marketing même. Comment tu t'organises là-dessus? En fait, globalement, on va dire pour nous, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même effectivement cette veille sur tous ces sujets-là et sur les enjeux liés à l'adolescence. Donc on fait une veille et c'est un peu par ça qu'on commence la journée. Donc là, c'est Johanna qui s'occupe de la veille et qui globalement me forward les articles qu'elle a identifiés comme étant particulièrement intéressants. Et qu'en fait, globalement, moi, je vais lire dans la journée en fonction de mes moments quand j'ai un trou entre deux trucs, etc. Je les lis pas forcément le matin en commençant. Moi, je commence pas ma journée par ça, mais en tout cas, on a la veille qui est faite tous les matins. Et après, je m'arrange pour le lire soit dans la journée, soit à un moment dans la semaine. Voilà, je vais me bloquer 2 heures et je vais faire que ça. Et c'est des moments pendant lesquels j'ai besoin d'être au calme parce que ça, c'est le fait de s'informer. 2, ça ouvre des opportunités de personnes à contacter, que ce soit des gens du terrain, des gens dans les collectivités territoriales, des experts à aller interviewer. Voilà, ça a des répercussions sur plein de trucs et ça vient nourrir en fait plein de sujets chez nous, plein de verticales chez nous. Donc c'est hyper important. Et après sur tout le reste, que ce soit le marketing, le no-code, oui, c'est les newsletters, Medium, LinkedIn, tous les podcasts, tout. Ce que j'aime bien faire moi, c'est qu'en fait quand j'ai identifié une boîte où je me dis ok tiens j'aimerais bien comprendre comment ils ont craqué ça. En fait, je vais taper le nom du founder au nom de la boîte plus podcast dans Google et tu trouves des trucs. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve aussi que maintenant, il y a quand même, du coup, après le Covid, il y a pas mal soit de webinaires qui ont été faits, de replays accessibles en vidéo qui sont aussi super intéressants. Donc ça, je me nourris pas mal de ça. Make Sense fait ça pas mal et c'est vachement bien. Donc moi, c'est quelque chose que je fais aussi très souvent. Et voilà, en gros. Hyper clair. Et bien sûr, évidemment, échanger en direct avec des gens, c'est quand même un peu la base, quoi. Ouais, et d'ailleurs, le projet a été incubé, en tout cas, tu es dans des cercles. Ouais, je fais partie de Sista et de Willa. Okay. Alors Sista, c'est pas un incubateur, c'est plus un réseau, mais du coup, on est toutes confrontées aux mêmes problématiques, aux mêmes sujets, donc ça nous permet d'échanger en live. On a un WhatsApp. Un groupe WhatsApp sur lequel on s'échange des tips, des conseils, des contacts, et puis on s'appelle en one-one quand on a besoin. Et oui, là, de la même manière, il y a des ateliers, il y a un panel d'experts auquel on peut faire appel sur des sujets spécifiques, précis. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, c'est effectivement d'aller rencontrer, moi, globalement, là où je me suis beaucoup, beaucoup nourrie, c'est en allant échanger avec des personnes qui ont lancé des boîtes dans l'EdTech, parce que pour moi, le sujet est complètement nouveau et c'est
c'est un marché qui est très spécifique, quoi. Ok, alors justement, je pose ma dernière question au bon moment, je crois. Est-ce qu'il y a absolument une personne qu'il faut qu'on interviewe sur ce format Learning by Doing pour apprendre de nouvelles choses dans le domaine de l'éducation? Alors c'est au sens très très large, hein. C'est aussi des parcours d'apprenants ou d'apprenantes qui peuvent être inspirants. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander? Eh ben ouais, je te recommanderais bien chez Zamizen, qui est une boîte qui s'est lancée en fait, qui fait de l'éducation aux soft skills aux enfants très jeunes. Ok. Et Iris Singer, si tu veux. Ah bah carrément, avec grand plaisir. Et c'est un chouette projet. Oui, tu parles de soft skills pour les petits et je trouve ça tout de suite très très intéressant. Bah oui, forcément, ça te parle plus tout de suite, quoi. Bah ça me parle en tant que parent, ça me parle par mon métier aussi. Et ça fait un moment où je me dis, tiens, c'est marrant qu'à l'école on n'apprenne pas aux enfants à travailler en équipe, à se comporter, à travailler des comportements. Bah voilà, ok, écoute, on va les contacter. Merci infiniment, Valérie. Merci à toi, Baptiste. C'était hyper riche. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Silex. Et puis bonne chance pour la suite, parce que j'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais. Donc c'est quoi? C'est silexapp.com? Ouais, c'est SYLEX-A2P.com. À consulter de préférence sur mobile. L'expérience est optimisée vraiment sur mobile. C'est plus sympa, mais les deux, ça fonctionne très bien sur PC aussi. Hein. Ok. Dernier point, si les gens veulent te contacter, c'est quoi le canal le plus efficace? Pas le fax quand même. Non, pas le fax. T'es méchant. C'est toi qui m'as tendu la perche. Non, tout LinkedIn, Valérie @silexapp, pas de problème. Ok, avec très clair. Plaisir. Je te remercie encore une fois, Valérie, et il me reste à souhaiter à nos auditrices et nos auditeurs une très bonne suite de journée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Salut. Salut Baptiste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.